Est-ce que ça t'amuse encore que qu'il y ait des gens qui pensent que tu t'appelles The Wild? Oui, ça, j'aime bien. En fait, j'ai remarqué les gens qui m'appellent De Wild sont plutôt bien disposés à mon égard. De Wild, beaucoup moins. Mhm. Toute ma scolarité, c'était De Wild à la porte. Mais, Et puis quand quelqu'un vient me voir en me disant Monsieur De Wild, je me dis ah, voilà quelqu'un qui me veut du bien. mais ça veut dire aussi un peu que il faudrait être américain pour faire du jazz, même si la solution du jazz européen a été donnée depuis des années, on est encore là, on en est encore là. Eh ben, je pense qu'on américanise un peu comme on peut, n'est-ce pas? Personnellement, moi je dis The Wild, mais je sais que pour beaucoup de gens, ça sonne tout à fait américain. Et d'ailleurs, là-bas, quand j'habitais aux États-Unis, on m'appelait Larry Wildman. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une différence entre les musiciens américains et les musiciens européens? Oui, comme il y En a quoi? comme il y a une différence dans tous les continents du monde entre les musiciens. Je pense que les Américains ont un rapport très très pragmatique à la musique. C'est-à-dire ils veulent faire de la musique, mais ils ont conscience du public, du rapport au public, de ce qui peut rapporter de l'argent, ce qui n'en rapporte pas, etc. Ce sont des critères, je dirais, très pragmatiques, alors qu'en Europe, on a plutôt tendance à avoir une vision plus abstraite de son devoir d'artiste. Et je pense que ça change beaucoup de choses au niveau du comportement professionnel, du rapport entre les musiciens. Je pense qu'il y a un respect naturel entre musiciens aux États-Unis qui n'existe pas forcément en Europe quand il y a des critères esthétiques qui interviennent. Ah ouais, mais celui-là, j'aime pas comment il joue, celui-là, c'est bon. C'est vrai qu'aux États-Unis, on voit un petit peu moins ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'en Europe, on a beaucoup moins de barrières, beaucoup plus de facilité à aller chercher dans des musiques à côté sans avoir l'impression de trahir son genre, sa race, sa culture. Tu es entouré de claviers, c'est presque un rapport obsessionnel et névrotique au clavier et au bidouilleur. Tu as d'ailleurs écrit dessus. Comment ça va ta relation avec le piano? C'est une relation très conflictuelle. Vous fâchez souvent Mais ouais, j'adore le détester en fait. J'espère Euh, que c'est pas réciproque. c'est un instrument, c'est une opération d'une cruauté épouvantable. C'est couper la musique en tranches de demi-ton. Déjà, le demi-ton, c'est un intervalle très épais et l'oreille entend des intervalles beaucoup plus petits, des quarts de ton, des cinquièmes, des sixièmes de ton. Et dans toutes les musiques du monde, on les entend et on les travaille. Mais chez nous, non, c'est le demi-ton. Pourquoi il a Donc, fallu rationaliser comme ça? C'est une question presque politique. alors, La question du le demi-ton, par clavier, le exemple. clavier, c'est une invention occidentale. Tous les autres instruments de l'orchestre symphonique qu'on connaît, on trouve leur équivalent partout dans le monde. Le clavier, ça, c'est vraiment un truc de blanc, quoi. Et c'est le principe d'avoir l'orchestre sous les doigts, le monde sous les doigts. Alors il faut bien comprendre que la spécificité occidentale, c'est l'harmonie, c'est-à-dire la verticalité. 30, 60 personnes qui jouent en même temps, des notes différentes. Et ça, et on l'écrit sur des mots de papier, sur des bouts de papier, et ça sonne, c'est miraculeux. Et ça, je dirais, c'est possible, on peut construire un mur de ça, un mur d'accords, si la brique est assez épaisse, hein, la brique du demi-ton. Si les instruments ou le piano, par exemple, étaient accordés en quart de ton, ce serait comme faire un immeuble avec des tuiles. C'est pas très stable, c'est pas très solide, c'est très fin, c'est très joli, mais ça monte pas très haut. Donc voilà, c'est le prix qu'on paye pour notre verticalité. Mais ça te manque les quarts de ton, les sixièmes de ton et Oh mais quand tu oui. composes? Mais bien sûr, quand on joue du piano, c'est terrible. Les guitaristes, les saxophonistes, les Ouais, c'est vocalistes, ça. tout le monde peut faire ah. Et nous, on ne peut pas, sauf quand on passe sur des claviers et qu'on a la molette sur le côté qui fait ah. Ça, Bob Moog, quand il a inventé la molette sur le mini Moog, là, c'était carrément, il a transformé les claviéristes en keyboard heroes, quoi. Si le piano t'obsède, il y a un pianiste qui t'obsède aussi depuis longtemps. Je parle de Monk, évidemment. Monk, c'est le plus sauvage, peut-être des compositeurs et des pianistes américains, peut-être des plus rebelles. Franchement, toi, tu as l'image d'un type plutôt équilibré, savant, blanc, bien intégré dans le monde de la musique.
tu as été chercher le plus sauvage pour te racheter? C'est vrai que Monk est à tout point de vue mon opposé. En fait, c'est à la suite de la proposition d'un éditeur que j'ai rencontré qui m'a dit, on a bouffé ensemble et il m'a dit, toi, t'es le gars que je cherche pour écrire un bouquin sur Monk. Au départ, moi, j'étais un apprenti pianiste. Monk n'était pas du tout dans ma liste des 10 pianistes à assimiler. Il est inassimilable. Et quand on apprend le piano, il y en a d'autres qu'il faut se farcir avant et dont on attend qu'on connaisse un petit peu le style. Et du coup, c'est en écrivant ce livre que je suis vraiment rentré à la fois dans sa vie, dans sa pensée, dans sa musique, et alors là, effectivement, au microscope. Et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un, effectivement, complètement éloigné de moi. C'est ça qui t'a fasciné? Je pense que c'est... en même temps, bon, on avait un point commun, c'est-à-dire qu'on est musiciens tous les deux, moi à ma toute petite échelle, mais je savais ce que c'était que de tourner, de jouer du piano en public, les mauvaises sonorisations, le problème avec les agents, les tourneurs, etc. Enfin bon, bref, tout ça qui est quand même la vie du musicien et que je raconte donc dans mon livre. Mais c'est une... comment dire... j'ai vraiment expérimenté cette opposition quand j'ai décidé d'enregistrer un disque que de compositions de Thelonious Monk. Alors effectivement, là j'étais au pied du mur, je suis le contraire de Monk, donc il a fallu que je prenne sa musique et que je l'amène dans mon terrain. Alors, ça donnait mon disque New Monk Trio. Quand on regarde l'histoire du jazz, on s'aperçoit qu'il y a quand même un grand nombre de camés, d'alcooliques, de proxénètes, de mecs qui sortent toujours avec leur flingue dans la poche. Et aujourd'hui, il y a plutôt des gens hyper diplômés qui parlent plusieurs langues et qui gèrent des carrières. Est-ce que ce changement sociétal change la musique? Alors, je pense qu'il y a toujours eu des gens savants dans la musique de jazz. Bon, historiquement, c'est vrai que le jazz vient des bordels, vient c'était même pas considéré comme une musique, c'était vraiment un truc dans l'Amérique protestante, pas du tout encouragé, quoi. Et donc, progressivement, dans le corpus des musiciens et des critiques, rapidement s'est développé, je dirais, une caste de savants, d'analystes, etc. Ce qui est vrai encore aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a encore beaucoup de musiciens très instinctifs qui naissent et prennent le devant de la scène aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au bout de plus de 100 ans de jazz, hein, puisqu'on peut dater en Europe en 1917 l'arrivée du premier orchestre de jazz sur le rivage français. Voilà. Donc ça a été une floraison hallucinante et aussi une dissémination dans toutes les parties du monde. Quand on voit ce que ça a donné au Brésil, ce que ça a donné à Cuba. Enfin bon, les branches se sont développées dans plein de directions différentes. Et je pense qu'effectivement, le jazz n'est plus une musique de bouge. Mais elle conserve une part d'irrationnel qui résiste à tous les diplômes. À l'époque, le jazz faisait danser. Est-ce que le fait de faire danser ceux qui t'écoutent est une préoccupation ou pas du tout? Pour moi, c'est très important que la musique fasse danser les gens. Alors, c'est peut-être pas danser comme ça, c'est danser dans la tête. Je suis très étonné par cette histoire humaine qui fait que, quelque part, aux alentours de la Renaissance, la musique et la danse, qui sont les deux côtés de la même pièce, se soient dissociés et puis que progressivement on paye quelqu'un pour faire de la musique et danser à sa place, parce qu'auparavant tout le monde dansait et faisait de la musique, et donc le fait de s'asseoir sur ses grosses fesses et de payer quelqu'un pour le faire à sa place a donné lieu à cette chose incroyable, c'est-à-dire une assemblée de gens qui s'assoient et qui me voient monter sur scène en me disant « j'ai payé, fais-moi danser ». Et moi, c'est comme ça que je le comprends. Et donc, j'intériorise ça dans ma tête. Et pour moi, ma responsabilité, c'est d'emmener mes auditeurs et spectateurs sur un petit tapis volant qui aura du rythme, qui sera pulsé, hein, et dans lequel ils vont se sentir portés en rythme. Et je pense que c'est ça qu'ils attendent de moi personnellement, Laurent de Wild. Un autre artiste, je ne dis pas du tout que c'est son cahier des charges. Est-ce que tu aimes danser? J'adore danser.
J'adore danser. J'avais des parents qui dansaient, ils n'étaient pas musiciens. Mais le samedi, on poussait les chaises. J'avais 2 sœurs, on dansait. Je dansais avec ma mère, avec mes sœurs, mon père dansait. Enfin bref. Et voilà. Et j'en garde d'excellents souvenirs. Rumba, Paso Doble, bon, le valse et même le rock'n'roll. T'es très transgressif. Quand tu t'es lancé dans cette aventure de la musique électro, tu t'es fâché avec combien de confrères et consoeurs? On arrondit au millier. Non, mais qu'est-ce qu'ils te disaient? Non, mais ça va pas la tête, c'est pas là. Comment ça? Parce que tu as été un des premiers artistes qui compte à t'intéresser et à réfléchir et à créer pour la musique électro. C'est vrai que l'accueil était plutôt froid. Ouais, L'accueil était plutôt froid et je pense sincèrement avoir mis une petite dizaine d'années à reconquérir le cœur des jazzophiles acoustiques, entre guillemets. Il y a un petit... Les deux mondes, électro et jazz, s'intersectent. Il y a un petit... Comme ça, un petit nombre de gens qui sont capables de faire, enfin, d'apprécier les deux. Je sais qu'il y en a qui apprécient l'un et pas l'autre, et vice-versa. C'est difficile de combiner les deux. J'ai toujours pas dit mon dernier mot. Je continue. Mon prochain album, il sera électro. Est-ce que tu chantes? Je chante très mal. J'ai commencé dans la musique au piano en autodidacte et dans une chorale quand j'avais 7 ou 8 ans. Et c'est des très bons souvenirs. Mais quand j'ai mué et passé à ma voix d'adulte, j'ai arrêté de chanter, à part sous la douche, bien sûr. On vient de te remettre un prix très prestigieux pour l'ensemble de ta carrière. Quand on regarde justement cette fameuse carrière, tu as fait des livres, tu as fait des documentaires, tu as joué avec des musiciens africains, tu as joué avec des musiciens électro, Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Oh là, mais il y a tellement de choses à faire encore. Des bouquins, ça, il y en a beaucoup à écrire. Hein. Avec juste les lettres de l'alphabet, c'est fou ce qu'on peut faire. C'est fou. En projets musicaux, alors, mais c'est sans fin. Il y en a. Je n'arrive pas à avoir une limite à ça. C'est une bonne nouvelle. Et puis surtout, je pense que chaque musicien est un monde en lui-même. Et je suis persuadé que nous avons en nous, chacun, l'empreinte de tout l'univers. Je crois que dans chaque cellule de chaque corps humain, il y a une empreinte de l'univers. On est tous... Bon, mais nous sommes chacun une combinaison particulière. Et à chaque fois, il faut apprendre. C'est le philosophe qui parle ou c'est le musicien? Le physicien. Je pense que quand on est musicien, on est toujours un petit peu philosophe. Et avec Hegel, le philosophe qui n'aimait pas la musique, mais heureusement Nietzsche a écrit des très belles pages. Je pense que quand on est musicien, oui, on est forcément philosophe, au sens un petit peu, je dirais, de la philosophie de comptoir, c'est-à-dire que j'ai un souvenir d'un concert avec Barney Whelan à Osaka, offert par Cartier, 2000 personnes. On était donc en smoking, attendant dans les coulisses avant de rentrer. C'était d'un chic absolu. Et en fait, les coulisses, c'était les cuisines qui étaient remplies de serveurs en smoking. Japonais, bien sûr. Et donc, on était devant les portes, juste derrière les portes, on attendait que la fin de la présentation ait lieu pour rentrer sur scène. Et on était donc habillés comme les serveurs, sauf que nous, on servait à rien et qu'on gênait le passage, quoi. On était vraiment des sous-serveurs, quoi, des trucs inutiles. Et et on rentre sur scène, et là, nous sommes des demi-dieux, quoi. Les gens, ils nous applaudissent. Enfin, lui, il avait une réputation là-bas incroyable. Et donc, on était passé en quelques secondes de sous-loufia à demi-dieu. Et donc, ça, c'est un truc qui ne peut pas... ne pas laisser de traces dans le vécu. C'est-à-dire qu'on change de statut en quelques centimètres. En fait, pas que porter la livrée. Exactement. Donc, on voit les choses d'en dessous, on voit les choses d'au-dessus, on voit les choses d'à côté. Comme disait Johnny Mitchell, on voit le monde des deux côtés. From both sides now. D'en dessous les nuages et d'au-dessus les nuages. Si tu avais, c'est ma dernière question, imaginons un enfant, un garçon ou une fille qui te disent « Papa, j'ai réfléchi, je vais être un musicien de jazz ».
Tu lui mets 2 claques ou tu l'encourages? Heureusement, j'ai 3 enfants et personne, aucun de mes 3 enfants ne m'a sorti ça. Je les encourage à faire de la musique. Comment dire, ce qui m'aurait vraiment inquiété, c'est qu'ils me disent ça parce qu'ils pensent que ça me ferait plaisir à moi. Et que je sente qu'ils le font par devoir et non par goût. Je pense que c'est très important de faire les choses qu'on aime. J'ai encouragé mes enfants à faire ce qu'ils aiment. Je crois qu'ils font ce qu'ils aiment, mais jamais je penserais à leur imposer une vie de chien comme celle-là.